La promesse d'un président. On arrive à convaincre M. Mittal. La promesse d'un candidat. Je sais ce que vous espérez. La promesse d'un ministre. Je vous apporte des croissants, je vous apporte pas la réponse. C'est Mittal qui donne le timing de la République française. La promesse de l'Europe. Nous avons un repreneur. La promesse de rachat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Doivent-ils y croire? On a qui travaille. 500 jours avec des métallos pleins d'espoir. La promesse de Florange, dans Le Monde en face de Carole Gessler, mardi à 20h40 sur France 5. Dans le ciel de Lorraine, le temps s'est arrêté. Le haut fourneau est là, qui se dresse, mais depuis 6 mois, on ne l'entend plus rugir. Seule, une petite fumée blanche dit qu'il respire encore. La menace d'un arrêt définitif pèse sur le géant de fer et sur les hommes qui le font vivre. La bataille de Florange, c'est le combat de leur vie. Il va traverser les saisons, 2 années durant. Une poignée d'hommes déterminés à défendre leur usine et sauver leurs emplois pour sauver leur vallée. Insoumis, ils vont marcher 350 km de Florange à Paris. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Des mois durant, jour et nuit, sur tous les fronts, les métallos vont défier les puissants de la finance et de la politique jusqu'à en faire trembler la République. On arrive à convaincre M. Mittal. Avec en mémoire une autre lutte, celle de Gandrange. Il y a 4 ans, le président Sarkozy s'était engagé à sauver l'usine. Espoir déçu, les ouvriers ont érigé une stèle qui rappelle la parole non tenue. Pour sauver leur haut fourneau, les ouvriers se sont invités dans la campagne présidentielle en ce printemps 2012. Cette histoire de Florange, c'est l'histoire d'une promesse. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis conscient de la crainte, l'angoisse qui est la vôtre. Je sais ce que vous espérez, c'est-à-dire que les hauts fourneaux puissent rouvrir. Ce 24 février 2012, à Florange, le candidat Hollande annonce une loi sans précédent. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Ce premier printemps est celui de tous les espoirs. En ce jour d'élection si attendu, tout est en place pour commencer à écrire l'histoire à Florange. La folle épopée de Louis, Édouard, Jacques, Marc, Antoine et leurs copains commence aujourd'hui, ce 6 mai 2012. Leur espérance, leur allégresse et leurs larmes, nous allons les partager jour et nuit durant toute une année. J'ai regardé 3 fois avant d'être sûr de ne pas me tromper. Dans un instant, c'est leur candidat qui va l'emporter. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix.
Les Floranges peuvent désormais croire en leur avenir, portés par la voix d'Édouard Martin qui, en quelques semaines, s'est imposé en tête de la fronde. On ne sait pas si demain, ça sera une victoire pour nous. En tout cas, il y a une page maudite de notre histoire qui se tourne. Et ça, pour nous, c'est d'abord la première victoire. Un président qui nous a insultés, un président qui nous a craché dessus, un président qui nous a piétinés, et à celui-là lui dit « Adieu Sarkozy !» Dans l'euphorie de cette nuit, ils ignorent encore que cette bataille sera la plus rude de leur vie. Au matin d'écrire une nouvelle page, Édouard Martin est revenu là où tout a commencé. Il y a quelques mois déjà, au pied de la Vierge qui veille sur la vallée depuis plus d'un siècle, les ouvriers ont installé un grand SOS, un signal de détresse pour rappeler que le haut fourneau peut s'éteindre à tout moment. Cette usine-là, c'est toute ma vie. Je veux dire, ça fait, moi, depuis que je suis sorti de l'école, je travaille ici. C'est quand même l'usine qui m'a nourri moi, mais qui a nourri aussi ma famille, parce que mon père était aussi sidérurgiste. Donc ça, c'est énorme, ça me parle. Ensuite, parce que beaucoup d'usines, ces 40 dernières années, ont fermé. On a vu les dégâts que ça a provoqué. On a vu l'exode que ça a provoqué. Moi, j'ai beaucoup de mes frères et sœurs qui ont dû partir, quitter la région pour être ailleurs. Beaucoup d'amis. Notre détermination, notre foi dans cette usine, notre volonté, entre guillemets, c'est un peu comme un animal qui se sent en danger de mort. C'est l'instinct animal, quoi. C'est instinctif. On sent que la mort rôde, là. La vallée de la Fensch n'en finit pas de résister et l'avenir de ses 70 000 habitants, de ses commerces, de ses écoles est suspendu à la survie des 2 derniers hauts fourneaux de Lorraine. Dans ce berceau historique de la sidérurgie, la mémoire du fer et de l'acier se transmet de génération en génération. Avec le temps, les friches industrielles se sont multipliées, elles ont changé les paysages. Les quartiers ouvriers se vident à mesure que le travail s'éloigne. La scierie de Gandrange, fermée en 2008 par Mittal, est la dernière d'une bien sombre liste, avant Florange, désormais en sursis. Deux semaines ont passé depuis l'élection de François Hollande. Il n'a visiblement pas oublié les ouvriers de Florange. Ce lundi, ils sont invités à l'Élysée. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 2 mois, on est venu à Paris et on était reçus par des gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, on rentre par la grande porte à l'Élysée. C'est un vrai changement. Rien que sur la forme, déjà, c'est déjà pas mal. On verra après le fond. On va quand même voir le chef d'État. Hein. C'est pas... On respecte, on s'habille correctement et voilà. Et on y croit, on y croit. Alors Antoine, t'en as un toi? Ouais, j'en ai un. C'est bon. Le maire de Florange est là aussi, soutien indéfectible des salariés depuis la mise à l'arrêt provisoire des hauts fourneaux et le début de la lutte il y a déjà 9 mois. J'en ai plus, c'est le dernier. Mais il m'en reste un pour moi, je crois. La 5. Ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui, c'est la confirmation d'une promesse faite en campagne électorale. On descend en République, les mecs. Ça va être galère. Toi, je fume la cigarette. Ah, on est chez nous. La maison de la République. On n'aurait jamais pensé ça, quand même. Hein. La prochaine sera écolo. Mieux que des déclarations de bonnes intentions, les Floranges attendent de connaître le plan de l'État pour sauver leur usine. Le président est là avec son ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, et leurs conseillers. Merci, bonsoir. Merci. L'intersyndicale de Florange est venue au grand complet.
Pas de doute, la main tendue aux ouvriers s'affiche comme un symbole du nouveau quinquennat. Photo de famille inédite et un souvenir impérissable pour Antoine. C'est incroyable. Les cailloux de l'Élysée. Je vais les prendre avec moi, je vais les mettre dans la poche. Très volontariste. C'est un petit souvenir. Faut pas le dire, hein. Après ils vont me traiter de voleur. J'ai pris 3 cailloux et je les ramène. Nous demandons à ArcelorMittal de ne procéder à aucune décision qui remettrait en cause la viabilité du site de Florange. Nous n'avons pas l'intention que la France soit la laissée pour compte de décisions prises par des centres de décision qui se trouvent à des milliers de kilomètres. Et le ministre de lancer sa première flèche en direction du patron de Florange, Lakshmi Mittal. Je prendrai la décision dans les heures qui suivent, désigner une mission d'expertise indépendante sur les perspectives industrielles du site de Florange. L'annonce de cette expertise est une première victoire pour les Floranges, car si la rentabilité de leur usine était prouvée, il serait alors possible de contester sa fermeture. Il y a une volonté politique effectivement, même s'il n'a pas voulu prononcer le mot, d'entreprendre un bras de fer contre Mittal. Maintenant, je ne sais pas quelle sera la finalité de ce bras de fer, mais ça nous change du précédent gouvernement qui lui se satisfaisait uniquement des propos de Mittal qui disaient « ça va mal, je ne suis pas assez rentable ». Qui est donc Lakshmi Mittal ? À 62 ans, sa fortune est estimée à 30 milliards de dollars. L'homme aime faire des coups et ne cache pas son train de vie fastueux. Installé à Londres, il s'est offert cette maison la plus chère de la ville et a marié sa fille à Versailles lors d'une fête de 3 jours inoubliable. Mittal, c'est une success story, une épopée à l'indienne. Héritier d'une famille de petits commerçants de l'acier à Calcutta, il rachète une première usine en Indonésie, puis assoit sa fortune sur les décombres de l'ex-industrie soviétique. Il prend peu à peu position sur l'échiquier sidérurgique européen et avale le français Arcelor lors d'une OPA hostile en 2006. 40 ans après avoir quitté l'Inde, Mittal est le numéro 1 mondial de l'acier. Entre le patron indien et le syndicaliste lorrain, c'est une vieille histoire. Ils se sont croisés 3 fois depuis l'OPA et depuis cette date, Édouard Martin est convaincu que la stratégie de Mittal n'a qu'un objectif. Il veut montrer à la terre entière qu'ArcelorMittal est le seul groupe au monde capable de reverser à ses actionnaire un haut rendement, même en période de crise. Lorsqu'il estime qu'un de ses sites n'est pas suffisamment rentable, en fonction de ce que lui s'est fixé comme objectif, il ne veut surtout pas les céder. Il veut démonter l'outil de travail. Ça, c'est Mittal qui a fermé il y a 2 ans, Gondrange. La scierie de Gondrange, fermée en 2008. On est en train de tout perdre ici, alors qu'on était le berceau de la sidérurgie. Elle est là, et là c'est Florange. Là, tu vas voir Florange. Là, Florange. Et voici venir Florange sur la liste noire. Là, c'est la partie laminage pour automobile. Regarde, ça, c'est les blooms qui viennent de Russie, de Mexique, qui nous bouffent notre bénéfice. Ils sont là. C'est ça. Les blooms, ce sont ces barres d'acier destinées au rail et qui sont à présent importées de l'étranger. Tout comme d'autres produits transformés ici dans ce qu'on appelle l'usine à froid de Florange. Les brames, ces plaques d'acier destinées à l'industrie automobile et aux emballages, viennent elles aussi de loin. ArcelorMittal affirme que cela coûte moins cher d'importer de l'acier depuis l'étranger que de le fabriquer en Lorraine. Depuis fin 2011, la filière chaude de Florange est donc à l'arrêt. Une fermeture provisoire qui s'éternise. Plus aucun wagon de minerai ne circule, plus aucune coulée de fonte.
Mais les hommes restent viscéralement attachés à leur usine. Depuis 6 ans, Luis travaille au déchargement des matières premières. C'est triste de voir ça. On n'entend plus rien. C'est quoi ce petit sifflement qu'on entend? En fait, c'est les coupeurs. Comme on voit la fumée là qui sort, c'est une veille, on appelle ça une veille. En fait, c'est du gaz qu'ils mettent à l'intérieur, qui le tient en veille en fait, pour ne pas l'arrêter définitive. Tous les jours, je suis obligé de passer. Pourquoi obligé? Obligé parce que voilà, c'est mon job. C'est mon job. Si ça ferme, on sera obligé de déménager, il n'y a plus rien chez nous. Et c'est la seule usine qui nous reste. Luis, fils de sidérurgiste, pensait comme beaucoup d'autres passer toute sa vie ici. Les vestiaires témoignent d'un temps suspendu. 200 ouvriers travaillaient au haut fourneau, souvent père et fils, frères ou cousins. Lionel, lui aussi, a commencé tout jeune. 10 années de vie de mécanicien. Voilà quoi, après, il y avait du monde qui vivait ici. Hein. C'est dur de voir ça. On a l'impression d'être dans un cimetière. Avec chaque casier, là, il y a la croix dessus. À l'intérieur des casiers, les bleus de travail attendent leurs hommes. Rien n'a bougé depuis la dernière coulée, il y a plus d'1 an. Ça, c'était les godasses pour travailler sur le plancher de coulée. On a l'impression qu'on est en mode pause. C'est tac. C'est mode pause. Et je sais pas qui c'est qui va appuyer sur lecture, mais... À notre demande, Lionel revient à l'atelier où il travaillait encore il y a peu de temps. Mais comment raconter maintenant ce qui n'est plus? Qu'est-ce que vous voulez? J'invente rien, hein. Vous filmez. Hein. Regardez, il n'y a rien. J'ai pas besoin de parler des heures. Hein. On voit bien qu'il n'y a plus rien. Hein. Ici, on sciait, on soudait, on perçait. Toute la maintenance du haut fourneau, nuit et jour, postée en 3-8. Et les anciens qui transmettaient aux plus jeunes. La première fois que je suis venu ici, je pensais que tout ça, ça n'existait plus. Ou seulement dans les films de Charlie Chaplin, vous savez, il y a encore en noir et blanc. Je suis arrivé ici, je dis c'est pas possible, il faut que je me barre. J'ai fait 1 jour de travail, j'ai compris que c'est ici que je resterai. Sur 8 heures de travail, j'ai compris que c'était ici que je resterai. Pourquoi? Parce que j'ai vu les valeurs humaines, tout simplement. J'ai vu les valeurs humaines. Là-haut, c'est le cœur du haut fourneau. Sur ce plancher de coulée qui, depuis 20 ans, livrait une fonte qui faisait la fierté des Lorrains. Un trésor, désormais figé. Pas assez de commandes dans un marché en crise, a expliqué la direction de l'usine, assurant que la fonte coulerait à nouveau. Mais les promesses ont vécu et le haut fourneau commence à se dégrader. Là, c'est le réfectoire. Salut Pascal. Salut. Donc c'est Bon, rien de nouveau. Hein? Rien de nouveau. Ah non, hein. Plus rien de nouveau. Passe le temps. Tout à l'heure, on était embêtés, ils ont... Pascal est de garde et il ne sait plus trop ce qu'il garde. Puis la présence flamme. Vous êtes tout seul à travailler là? Non, on était pour faire la... Il y a mon collègue là-bas, électricien, puis quand il y a un souci, il m'accompagne. Puis... Vous êtes 2? 2. Vous vous sentez fatigué? Fatigué, oui.
Oui. C'est pas une bonne fatigue, ça. Je préférerais être fatigué après une bonne journée de travail. Rentrer à la maison, je bois le café, et puis on sait que le lendemain, tranquille, quoi. Là, ça use les nerfs, ça ronge, ça mine. Les heures et les nuits passent ainsi sans savoir de quoi demain sera fait. Pascal attend, et comme tous ses collègues, il vit avec la peur d'être licencié ou muté quelque part en France. Devoir partir vers l'inconnu avec femme et enfants, si la fumée du haut fourneau venait à disparaître. Une semaine a passé depuis la visite des Florange à l'Élysée. Dans l'attente du rapport commandé par le gouvernement, ils ont décidé de porter leur combat sur un nouveau front, le Parlement européen. Tu sais que pendant longtemps, ma voiture, ça a été ma maison. J'avais tout dedans. Sac de couchage, gamelle, coussin, slip de rechange, chaussettes de rechange. Et je te promets, je te montre mon sac. Je te montre mon sac tout à l'heure. Il y a toujours une paire de chaussettes propres et un slip propre. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver, exactement. Tu vas aller à une émission de télé en vitesse. Par exemple. C'est important d'y aller propre quand même. Le Maurice, il sait que je voulais faire une petite sieste, alors tous les 2 secondes, il m'appelle. Le pari des Florange n'est pas gagné d'avance. Il va falloir convaincre la Maison Europe, mais aussi tous les métallurgistes des autres pays, de les soutenir dans leur croisade contre Mittal. Tiens, il y a une brèche qui s'ouvre, les portes s'entr'ouvrent et là il faut qu'on mette le pied pour plus qu'elle se referme. Et je pense que Florange peut devenir effectivement le symbole du possible. C'est la réponse à tous ceux qui nous disaient que ce n'était pas possible. Eh ben nous, petitement, avec la solidarité des amis, des épouses, des conjoints, eh bien tout d'un coup, bon sang de bonsoir, putain, le but, on va peut-être l'atteindre. C'est le combat un peu fou de quelques copains pour se faire entendre de la grande institution. Comme à chaque déplacement, il va falloir négocier et puis patienter. Et ils n'ont pas le droit de passer là-bas, se mettre à l'arbre s'il pleut. Non mais l'emplacement des manifestations. Non mais on manifeste pas, de soutien. Ils sont quoi eux? Ils sont gentils eux, nous on est méchants, c'est ça? Comme souvent, c'est Édouard Martin qui va plaider la cause des Florange. Il y a là des Belges, des Espagnols, des Luxembourgeois qui depuis des années bataillent de leur côté pour sauver des sites industriels. Florange est cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'abord, dire qu'ici au Parlement européen, la question de l'avenir industriel de l'Union européenne, de la sidérurgie en particulier, est un sujet qui nous préoccupe, bien évidemment, sur lequel nous sommes à votre disposition, à votre écoute. 2 députées françaises, Catherine Trottmann et Pervenche Berès, président cette réunion avec les syndicats. On est tous très heureux que l'Europe, enfin le Parlement européen aujourd'hui nous reçoive parce que très honnêtement, je ne sais pas ce que pensent nos autres collègues, mais en tout cas nous on se sentait bien isolés, quoi, hein, je veux dire, ceux qui croient que Mittal n'a pas de stratégie industrielle se trompent énormément. Il a une véritable stratégie industrielle, évidemment, qui n'est pas la nôtre. C'est une stratégie financière. Il est peut-être temps de dire à M. Mittal, si vous ne voulez plus de l'industrie européenne, soit libre à vous de partir, mais en tout cas, on ne va plus vous laisser détruire des capacités de production. Il se comporte comme un prédateur, il fait ses bénéfices, il va acheter ailleurs, il multiplie ses bénéfices et il va laisser crever l'industrie sidérurgique européenne. Ils font de l'acier comme ils pourraient vendre des fraises ou des t-shirts, c'est une machine à faire de l'argent. Et donc, je pense que c'est ce à quoi il faut s'opposer. On a plusieurs batailles à gagner. On a une première bataille au sein de l'Union européenne qui est de faire changer de politique la Commission européenne. Les députés parviendront-ils à convaincre leurs plus hautes instances de faire pression sur ArcelorMittal et stopper la casse en Europe? Pas sûr. More than 1.4 billion tons of steel are produced across the world every year. Steel that transforms lives, transforms economies, transforms our world. Les films promotionnels du groupe ArcelorMittal permettent de mieux saisir les ambitions du groupe et mesurer sa course vers toujours plus de bénéfices.
Derrière la belle image apparaît une stratégie de joueur d'échecs faite d'objectifs à court terme. On fait tourner à plein les hauts fourneaux et les usines sans y faire d'investissement, et lorsque l'outil de production est à bout de force, on le ferme pour se tourner vers plus rentable. Comme les mines, qui rapportent 3 fois plus que les sites sidérurgiques. Une stratégie payante, malgré la crise, Mittal est aujourd'hui à la tête d'un empire qui emploie 300 000 personnes dans le monde pour un chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars. En 2006, je me suis beaucoup mobilisée au moment où Mittal a racheté Arcelor, parce que je voyais bien que c'était le loup qui rentrait dans la bergerie et qu'il y avait quelque chose qui allait déraper, qu'on allait perdre la maîtrise de quelque chose, d'un bel outil industriel européen. L'inquiétude, c'était de se dire qu'il venait acheter un fleuron pour faire sa propre géographie de la sidérurgie à l'échelle planétaire, et que lui, il avait ses pions qu'il pouvait déplacer, et que le fait de racheter Arcelor, ça lui mettait un pion de plus dans sa main sur lequel il avait une capacité de manœuvre, et donc à faire vivre ou à ne pas faire vivre. Que pèse aujourd'hui l'Europe face au géant ArcelorMittal? Question en forme d'inquiétude, car il est peut-être déjà trop tard. Paris, 27 juillet. Toujours là, toi. Un mois après la réunion de Strasbourg, les Florange et la presse sont conviés à Bercy. Le ministre Arnaud Montebourg ne boude pas son plaisir. À sa droite, l'expert Pascal Faure vient de remettre son rapport sur Florange après 2 mois d'une enquête discrète et minutieuse auprès des salariés de la direction d'ArcelorMittal, mais aussi des élus de Moselle et de nombreux experts de la sidérurgie. Verdict du rapport: le site est viable et rentable. Il y aurait donc un avenir pour Florange? Pour moi, la réponse est clairement oui, il y a un avenir. Il y a un avenir parce que le site en lui-même a des atouts extraordinaires. L'expert est formel. Contrairement à ce que dit ArcelorMittal, le site intégré filière chaude et filière froide est compétitif, mais à une condition, il faut investir. 4 à 500 millions d'euros, le prix de la rénovation des hauts fourneaux, c'est là que le bas blesse. Ce que dit M. Mittal, c'est que les hauts fourneaux, en eux-mêmes, il n'en a plus l'emploi. Et pourquoi il n'en a plus l'emploi? Parce qu'il a de très grosses implantations en Europe, y compris en France, à Dunkerque et à Fos. Dunkerque produit en gros 3-4 fois plus d'acier que Florange, Fos 2 fois plus que Florange. Et puis il y a aussi en Europe Gand, Brême, etc. Et que ces capacités aujourd'hui sont trop importantes par rapport aux besoins du marché. En faisant la preuve de la rentabilité du site, le gouvernement français espère faire plier Mittal pour faire redémarrer les hauts fourneaux. Le bras de fer va s'intensifier. L'été passe. Le rapport Faure n'a pas créé l'électrochoc attendu. Le groupe Mittal n'a toujours pas investi 1 euro sur les hauts fourneaux. Il a même prolongé leur arrêt. À Florange, l'inquiétude grandit. Face au silence du gouvernement depuis 1 mois, les esprits s'échauffent. On va simplement taper uniquement et seulement. Mais non, uniquement et seulement. Mais putain, il est en train de nous dire. Ils ont leur part de responsabilité. Mais ne tombons pas dans le piège qu'ils sont en train de nous tendre. Ils ont leur part de responsabilité. Ok, d'accord, on est d'accord. S'ils sont fait enfumer, qu'ils le disent. On s'est fait enfumer par Mittal. Mais c'est à Mittal d'annoncer ses choix. Les Florange soupçonnent une annonce d'arrêt définitif qui serait imminente. On ne demande pas à Mittal de donner des choix, on demande au gouvernement qui doit nous sauver. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Ah bah oui. Attends, on sait très bien qu'on peut rien attendre de Mittal, hein. Mais tant que tu gagnes pas assez d'argent, lui, de toute façon, il ferme. Mais il ferme la boutique. Attends, on est d'accord sur l'analyse, sur les conclusions, on est d'accord. Mais je pense que là, il faut pas qu'on tombe dans le piège que Mittal est en train de nous tendre. C'est-à-dire que maintenant, lui, il voudrait que nous, on se retourne contre l'État. On leur demandera aussi des comptes, hein.
C'est clair, il ne faut pas qu'ils croient qu'on va aller... Mais je pense que ceux qui nous doivent une réponse, c'est le groupe Mittal. Et on demande à Mittal, voilà, on sait que vous avez pris la décision, quelle est cette décision? Et si elle est mauvaise, là on se tourne vers l'État. Et on dit à Montebourg, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le changement, c'est maintenant ou c'est pas maintenant? Les arguments d'Édouard ont fait mouche. Il y a quelqu'un dans les bureaux à côté? Décision est prise d'aller demander des comptes au directeur du site. Et tu sais si le patron il est dans la boîte? Hein? Les vigiles, ils sont devant sa porte ou pas? Tu les as vus ce matin? Ah, ils sont en train de passer leur visite médicale. Ah, d'accord. Ouais. Merci. À plus. C'est quand même phénoménal, ça. Ils sont en train de passer la visite médicale, les vigiles. Pour savoir s'ils sont aptes à nous fighter la gueule. C'est bon, ça, non? Hein? Oh, c'est du haut niveau, ça. C'est du haut niveau. Sur le... Oui, derrière, côté collège, là-haut. Oui, je vois que tu dirais. Il y a une porte, mais ils peuvent pas sortir en bagnole. À pied, il peut se sauver par là-haut, tu vois. Et putain, s'il en arrive là, c'est grave. Hein, putain. Et on va pas le taper, hein. On veut juste parler. Mais il est mort de trouille, ce mec-là. Il est mort de trouille. On peut dire ce qu'on veut, on veut même pas le toucher. On veut même pas le séquestrer, il faudra le nourrir après. Depuis des semaines, le climat est explosif avec le directeur du site qui reste invisible. Édouard et Jacques vont tenter de savoir ce que cache son silence et s'il en sait plus sur une éventuelle fermeture définitive des hauts fourneaux. Je ne suis pas maître du calendrier, monsieur Martin. C'est ce que j'ai. Mais ça, on l'a compris depuis le début, hein, depuis très longtemps. Le calendrier aujourd'hui, il n'est pas dans nos mains, il n'est même pas dans les mains de nous. Mais qu'est-ce que vous avez entre vos mains, alors, vous? Votre problème à vous, c'est que vous avez quelqu'un là-haut et qui ne vous laisse aucune marge de manœuvre. Aucune marge de manœuvre. Parce que lui, il n'en a rien à foutre, il est à Londres, il ne nous connaît même pas, il ne veut même pas nous connaître. Mais c'est vous qui vous allez nous coltiner tous les jours. Mais c'est mort, je te dis que c'est mort. Blackout de tous côtés. Le verre est dans le fruit, les mecs. Allez, on va à l'intérieur. Il n'y a rien à dire. Il semble bien que ni ArcelorMittal, ni le gouvernement ne veuillent communiquer sur l'avenir de Florange. Donc apparemment, pour lui, les infos qu'il a, c'est que les discussions ne sont pas complètement closes. On est au bout du bout, mais il n'y a pas un tampon qui dit voilà, stop, c'est fini. Mais il y a le projet sur la table et il y a un désaccord profond entre le gouvernement et ArcelorMittal. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant, là. Là, cet après-midi, à partir de cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait, comment, avec qui, quelle est notre stratégie, notre tactique, qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment donné, stop, ça suffit. Ils le savent. Si c'est juste sur la forme, on n'est pas bordel de merde. Comment ça en a marre? Qu'ils le disent, hein, putain. Eh ben on va là-bas, on va n'importe où. Mais putain, mais qu'on se bouge. Il faut les obliger à crêcher le morceau. Ceux qui nous ont dit que le changement, c'est maintenant. C'est qui nous a dit ça? Non, je parle pas de ça, laisse-moi finir. Je parle pas d'annoncer quoi que ce soit, il a rien à annoncer, le Montebourg. La seule chose que le Montebourg il peut faire, il peut dire les discussions avec la direction du groupe ArcelorMittal sont terminées. Il annoncera, comme chef d'entreprise, qu'il a annoncé à son entreprise. Ça, c'est pas mon problème, ça me regarde pas. Par contre, nous, le gouvernement, on va dire ce que nous, on va faire. Alors, nous, on s'oriente vers telle chose ou telle chose. Ça, ils peuvent le faire, le gouvernement. Ils sont pas obligés d'attendre le timing. Donc, en fait, c'est Mittal qui donne le timing de la République française. Ah oui. Et nous, on n'a quand même rien demandé. C'est pas nous qui sommes venus nous présenter devant les Français en disant « Nous, on veut être un gouvernement interventionniste, on laissera pas les emplois partir, on laissera pas ça. » C'est pas nous qui avons tenu ce discours-là. Ils sont tous venus sous la tente. Hérault, Hollande, tout le cinéma. Bon, maintenant, ils sont là. Ils nous ont donné une espérance. Aujourd'hui, qu'ils viennent au minimum nous donner un début de réponse sur leur analyse, au moins. En réalité, si Bercy ne donne pas de nouvelles ce 21 septembre, c'est que les négociations sont très tendues. À Florange, on ne sait pas encore que Mittal refuse catégoriquement de redémarrer les hauts fourneaux. Mais Édouard commence à réaliser que le ministre Montebourg est pris au piège. Comment il s'appelle encore son directeur de cabinet, lui?
Je l'avais sur silence. Tu vois, l'autre, il va finir par obliger les gouvernants à lâcher le morceau, tu vois. Ça va être une annonce politique, vous pensez? Venant des politiques. Mais c'est voulu par Mittal. Il donne aussi une leçon. Souvenez-vous, j'avais dit à Nicolas Sarkozy, je dis, vous vous êtes fait fesser par Mittal. Vous avez voulu jouer avec lui, il vous a pris sur ses genoux, il vous a fessé. Mais il est en train de faire la même chose avec eux. Ah, vous voulez prendre le dossier en main? Ok, pas de problème. On va le prendre, on va vous le laisser le prendre en main. Allez-y, faites-vous les annonces aux salariés, puisque vous avez dit que vous étiez tellement fort là. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allez. Donc forcément, le réflexe humain, c'est de se tourner contre celui qui lui donne la mauvaise nouvelle. Même si, en réalité, le coupable premier, c'est pas celui-là. Voilà. Il a fessé des Sarkozy et maintenant il est en train de fesser Montebourg. À croire que ces gens-là, ils aiment les fesser, quoi. Ils doivent être masos, c'est pas possible. Exactement. Les politiciens, ils apprennent pas à gouverner un pays à l'heure actuelle. Ils apprennent à jouer du pipeau. Moi aussi, je peux faire Premier ministre. Franchement. Regardez ce qu'ils ont signé. La sidérurgie, secteur stratégique pour la France. Si c'est stratégique, on n'attend pas 4 mois pour faire voter une loi. Hein. Il était venu ici 2 fois. Et une fois, il est monté sur la camionnette CFDT. Il a mangé la merguez avec nous. Si je suis élu président de la République, je ferai mienne la loi qui empêchera un industriel de fermer un site rentable et je l'obligerai à le vendre à un repreneur. Ah ben on l'attend, cette loi-là. On l'attend. Pour maintenir la pression, il faut imaginer une nouvelle action, le soir même. Bloquer les trains qui circulent ici, c'est paralyser la production de l'usine à froid qui doit partir à la vente. Comme à chaque fois, il y a le petit carré d'irréductibles et puis leurs femmes qui les ont rejoints. Comme de toute façon, moi je partais et que pour me voir, elle est obligée de venir là. En même temps, oui. De temps en temps, via le net, je discute avec des femmes de sidérurgistes. On se soutient un petit peu du fait de l'absence de nos hommes et qu'après on ne sait pas de quoi l'avenir. Il y a un grand point d'interrogation. Ouais. Partager la vie d'un homme qui est fatigué au bout d'1 an. Très fatigué, puis c'est même pas que d'1 an, parce qu'il y a eu d'autres combats avant, il y a eu Gandrange auquel il a participé, donc ça fait des années qu'il se bat. C'est même des fois incompréhensible, je me dis comment il tient, comment il fait pour pas craquer, pour pas... Ouais. On ne peut pas y croire à la fin, on ne peut pas croire au désespoir, au chômage, à tout ça, on ne peut pas. 390e jour de lutte. Le temps s'éternise. Les résistants bloquent une partie de l'usine à froid et tentent de convaincre des collègues de les rejoindre. Les salariés sont dubitatifs. Leur emploi n'est pas menacé, du moins pour l'instant. Il y a 1000 façons de se séparer d'un mec. Hein. Toi, au hasard. Je te remercie. Ton poste est supprimé. Voilà, monsieur, vous êtes un bon élément. Ce messer, on vous envoie au Kazakhstan. Bah, il t'a proposé un emploi. Hein. Je doute que la famille soit d'accord. Ben voilà. Voilà comment on peut mettre un mec à la porte sans que ça coûte pas trop cher. Tu lui proposes un emploi impossible, forcément tu vas refuser. Je suis peut-être pas dans mon élément, ben monsieur, au revoir. À Paris, les choses semblent s'accélérer. Une entrevue très privée entre le président Hollande et Lakshmi Mittal est annoncée pour demain à l'Élysée. Et voilà que le ministre Montebourg serait en train d'organiser sa venue à Florange dans quelques heures. Il vient ou pas? Ah, ça y est, surlogé. Il vient. Magnifique. Où et quand? J'ai bien fait de te rappeler. Après 2 mois de silence, le gouvernement aurait-il une bonne nouvelle pour les Floranges? Nous, on nous avait dit déjà en juillet, lorsque nous avait présenté le rapport fort, qu'il viendrait s'il avait des choses positives à nous annoncer. Donc, on a la faiblesse de croire
il a quelque chose à nous annoncer de positif. Maintenant, on n'est pas dupes, on sait très bien que tout ne sera pas positif. C'est la foule des grands jours devant la mairie de Fleuranges. Missionné par le président de la République, le ministre Montebourg vient confirmer que le bras de fer avec Mittal est intense. De l'autre côté des barrières, ça pousse, ça appelle au secours. Tous les syndicats sont là lorsque le ministre entre dans l'arène. La réunion va avoir lieu à huis clos. Venu avec un message du président, Arnaud Montebourg est accompagné par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, mais surtout élu et né en Lorraine. Nous avons ouvert le dialogue au plus haut niveau, puisque le président de la République et M. Mittal se sont entretenus pendant que j'étais dans le train et viennent de se séparer. Le gouvernement a imposé plusieurs exigences. La première, la phase liquide des deux hauts fourneaux, la coquerie, l'agglomération et l'aciérie, nous avons exigé qu'elle fasse l'objet d'une possibilité de reprise par tout opérateur industriel dans le monde qui serait intéressé à l'exploitation des hauts fourneaux de Lorraine. Le message qu'on veut vous faire passer, M. le ministre, ne lâchez pas. Parce que, je répète, encore une fois, nous avons affaire à un prédateur, et je pèse mes mots. Ce mec-là, il veut assoiffer l'Europe de manière à faire monter les prix de l'acier. Monsieur Martin, on peut avoir des désaccords, mais au moins, vous avez un allié dans cette affaire. Les Fleuranges attendaient bien mieux. Ils espéraient que le gouvernement obligerait Mittal à lâcher l'ensemble du site. Le ministre va devoir faire face à leur déception. Bien, nous demandons à ArcelorMittal d'accepter ce qu'il refuse ailleurs, c'est-à-dire d'autoriser la reprise là où il décidera de quitter les lieux. Un repreneur miraculeux pour les hauts fourneaux, c'est donc ça, le plan de l'État ? Nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous allons le faire ensemble. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements. À bientôt. La colère gronde. Le gouvernement n'a pas obtenu de Mittal l'ensemble du site et les hauts fourneaux seuls seront bien difficiles à vendre. On a toujours dit, et on maintient, que Fleuranges n'a du sens que s'il reste un site intégré. Et uniquement un site intégré, phase à chaud et phase à froid. Néanmoins, on n'est pas dans notre bulle. On regarde ce qui se passe ailleurs. Le choix qui nous est proposé aujourd'hui, hélas, 3 fois hélas, peut-être c'est de la merde, mais dis-moi comment on fait, toi. Le choix qui nous est fait, c'est on a le choix entre 0 au fourneau ou 2 au fourneau, quand bien même ça serait qu'un autre preneur. Et nous, CFDT, ce que nous avons dit au ministre, et on l'a mis en garde, attention qu'ils ne sont pas en train de nous enfumer pour gagner du temps. Attention, parce qu'effectivement, on peut être le cauchemar de beaucoup de monde, mais en attendant, il faut qu'on soit le cauchemar de Mittal. Et si ça peut permettre qu'un repreneur, éventuellement, même si on sait que ça va être très compliqué, rachète la phase à chaud, qu'il redémarre les hauts fourneaux, et qu'on démontre à ce bandit, qu'on démontre à la finance internationale qu'une autre voie possible, les mecs, ça sera notre victoire, ça sera votre victoire. Voilà, merci camarades. Salariés camarades, pour la CGT, les propositions du gouvernement sont inacceptables. À la CGT, on ne fait pas de démagogie. Tant de chiens pour un ministre. Dans le train qui le ramène vers Paris ce soir-là, Arnaud Montebourg semble ébranlé. À ses côtés, l'expert Pascal Faure. M.
ces gens ont raison, pour moi. Pas Mittal. Il y a une dame, quand je suis allé leur dire au revoir, une dame me dit c'est des requins, défendez-nous contre eux, ils vont nous dévorer. Une dame qui a dit ça. Je crois qu'elle avait les larmes aux yeux. Il y avait des gens qui pleuraient. On ne peut pas laisser ce site comme ça, sans avenir, sans espoir. C'est un devoir et c'est le rôle de l'État de se mobiliser pour ça. Et donc, je ne sais pas si c'est plus l'expert ou le politique. En tout cas, oui, c'est l'un et l'autre qui peuvent faire que ça marche. Ces gens sont sur un bateau qui les emmène là où ils ne veulent pas aller. Ils veulent reprendre, ils veulent un capitaine, un cap, passer la tempête. Ça fait bien longtemps que le politique Exactement. n'est pas venu. On reconstruit, c'est difficile parce qu'on est loin, reconstruit les moyens d'intervention dans l'économie. Vous pensez que c'est possible aujourd'hui que le politique... Sinon, je ne ferais pas. Sinon, je ne ferais pas ça. Je ferais autre chose. C'est difficile. C'est très dur. Pourquoi? Parce que tout a été démantelé. Que dans la tête des gens, les gens sont sceptiques, ils disent c'est pas vrai, on peut pas. Dans la tête de la classe dirigeante, ils se disent on peut pas. Donc je me bats contre le haut et contre le bas. Vous voyez? Mais ça fait rien. Il faut le faire. En tout cas, moi, tant que j'aurai du souffle, de l'énergie, je le ferai parce que j'y crois. Comme beaucoup de gens qui pensent que la politique doit être plus forte que l'économie. Qu'est-ce qui peut convaincre un repreneur de reprendre cette filière chaude avec une filière froide qui demeurerait aux mains de Mittal? C'est tout le débat. On va voir comment ils réagissent. En tout cas, nous allons entrer en discussion avec des aciéristes. Tous les aciéristes au monde auront une visite. On peut dire que c'est un peu un pilotage à vue aussi? Bien sûr, bien sûr. On ne sait pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Le ministre n'est pas au bout de ses peines et des surprises que lui réserve le dossier Florange. Bercy, 1er octobre. Ce matin, le groupe ArcelorMittal doit faire une annonce et au service de presse du ministre, on cherche à recouper les informations. On attend le coup de fil d'Arcelor. Moi, j'ai pas l'information. Et en fait, Arnaud aimerait avoir... tu vois, pour l'instant, on se base sur les déclarations des syndicats. Côté Mittal, rien ne filtre. Enfermé dans son bureau, Arnaud Montebourg s'impatiente pour faire partir un communiqué. Le comité central d'entreprise d'ArcelorMittal, c'est l'avenir des hauts fourneaux de Florange qui se joue. Au reportage sur place, Stéphanie Lafuente et Jean-Pierre Pasteur. 11h ce matin, le coup de fil tant attendu tombe enfin. Ah, Jean-Marc, le micro. Allô? Et les nouvelles sont mauvaises. Ciao. Alors, Edouard? Alors, c'est pour l'instant, hein. Ce qu'ils ont annoncé, c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, ils annoncent bien la fin définitive des hauts fourneaux. Fermeture des hauts fourneaux, mais pas seulement. Car à la surprise de tous, aucun investissement attendu ne sera fait sur l'usine à froid. Pire, le service packaging est maintenant menacé. Les salariés sont abattus. Mittal a porté les stockades et lance un défi au gouvernement en lui donnant 60 jours pour trouver un repreneur. Le ministre ne décolère pas. Il nous donne 60 jours, très bien. Mais nos ambassadeurs sont mobilisés dans le monde entier. Et mon émissaire, M. Pascal Faure, vous avez vu avec moi dans le train, je l'ai eu ce matin. Nous, on est partis, on est sur les starting blocks. À bientôt. C'est déjà du passé? Pas encore. Un ministre qui s'affiche pour vendre le savoir-faire français. Il a maintenant 2 mois pour sauver les derniers hauts fourneaux de Lorraine. Le compte à rebours commence. À Florange, les blocages se multiplient à mesure que l'inquiétude grandit. La récente annonce de Mittal est allée au-delà de ce que craignaient les salariés. Après 14 mois de lutte, les résistants sont fatigués, désabusés.
Non, on va découper là. Je crois que tout le monde est fatigué, on a besoin de se reposer un peu. Ce jour-là, ils lèvent le camp après une nouvelle semaine passée devant l'usine, sous la tente jour et nuit. Les 2 mois qui viennent risquent d'être interminables. Tu m'as pas dit bonjour aujourd'hui. Pour Jacques, Édouard, Fred et Jean-Marc, la semaine qui vient de passer a été rude. Si, t'as un Perrier. T'as un Perrier, je crois. Ou le demi, c'est à qui? C'est. Je sais pas, c'est pour toi. Moi, j'ai Moi, je t'avoue, franchement, je suis Hein? Je suis à bout. Ouais, je pense. Ah, ben on est tous fatigués. Nerveusement. Mais pas physiquement, nerveusement, je te jure. Il faut que ça. Là, le problème, c'est que pendant 24 heures sur 24, les gens, ils étaient tout le temps là, quoi. Et donc, j'ai jamais parlé autant avec les gens et tous leurs problèmes. Certains, c'est des problèmes financiers. Bon, on peut pas faire grand-chose, même si on peut les aider. Mais alors, le problème psychologique, c'est terrible. Voir autant de détresse humaine, franchement, je... C'est vrai qu'il y a des gens... Ça fait une situation. Et c'est là que tu... Puis t'es impuissant, quoi. Tu te bats contre des dirigeants qui en ont rien à foutre, que l'humain passe. Franchement. Allez, on lâchera rien, mon Jacques. On lâchera rien. Tu vas voir. Moi, je te dis que... Je me sens impuissant, je sais plus quoi faire, quoi. Et ça, franchement, ça me... C'est dur à encaisser, quoi. Ce qui est angoissant, c'est quand on arrive vers, faut pas dire qu'on n'arrive pas vers la fin, mais on arrive quand même vers là, il y a 2 mois. Au bout, il y a quand même des dates butoirs, il y a des choses qui vont tomber, quoi. Bon, ça fait 14 mois qu'on est dans la lutte. Il y a eu des moments où on avait des craintes, etc. Mais maintenant, on sent quand même qu'on va arriver sur des choses concrètes qui vont impacter les salariés. Donc là, on n'est plus dans le... Je veux dire, là, on n'a pas tombé. Il y a 2 mois encore pour trouver des solutions. Si dans 2 mois, le gouvernement n'a pas pu nous apporter une solution, on va être dans une situation où il va falloir gérer les choses. Ce sera du collectif, mais ce sera du cas par cas. Et là, on va être devant les problématiques de chaque salarié. Ce qu'on est en train de vivre là, ça me fait penser à une photo de classe d'école où forcément il y a des visages qui vont disparaître. Il va falloir rayer les... parce que des gens vont nous quitter, quoi qu'on dise. Travailler ailleurs. Travailler ailleurs, d'autres peut-être pas travailler du tout. Peut-être. Tu sais, je veux dire, ce que disait Jacques là, c'est. Moi, ma trouille, mais c'est une hantise presque, c'est que. Il y a des gens qui commettent l'irréparable. Ouais. Tu te dévoiles, hein. Oui, t'apprends à te connaître, forcément. T'as beau être... Comme je disais, hein, on a l'impression d'être costaud et tout, mais tôt ou tard, on a tous craqué. Hein. On a tous eu des moments, c'est vrai qu'on a eu des... On a tous craqué, hein, c'est clair. Il est fatigué, Édouard, là. Ouais. Non, mais là, il est usé, il est au bout. Il est usé. Jacques, je le connais, hein. Jacques, c'est quelqu'un aussi. Et émotionnellement, il se lâche. Et cela, c'est important d'être là. Hein. C'est important de sentir qu'on est tous ensemble et qu'on va tous dans la même direction aussi, hein, qu'il n'y a pas de... Au fil des saisons qui passent, les Fleuranges veulent croire qu'ils finiront par l'emporter et que leurs hauts fourneaux resteront debout. Eux qui ont grandi dans cette vallée savent bien que sans usine, il n'y a plus d'avenir ici. Leur ville porte les stigmates de l'abandon, des emplois perdus, des commerces fermés et des flammes qui se sont peu à peu éteintes. À la sortie de l'école, on ne parle que de ça, du combat pour sauver l'usine et de ce que deviendront les familles. Céline, Inès et leurs enfants sont en première ligne depuis 1 an déjà. Moi je dis nos hommes ils sont forts. Ils sont forts donc ils lâchent rien. Ce soir, ils sont forts. Ils sont forts, ouais. Je pensais pas qu'ils pourraient être aussi forts, en fait. Surtout moralement. Moralement, je pensais pas. Je pensais vraiment pas qu'ils pourraient... Qu'est-ce qui est le plus difficile depuis 14 mois?
retirer tout. L'absence, leur absence, pas de vie de famille, pas les repas en famille, c'est rare quoi. Il y a des moments de ras-le-bol. Oui. Ouais. Plus le ral-bol, parce que c'est... Je sais qu'avec mon conjoint, ces derniers temps, on se prend vite le bec parce que du fait qu'il soit pas là, il préférait être avec ses collègues au piquet de grève. Bon, j'accepte, mais il y a des moments, c'est vachement dur. C'est super dur. Et quoi vous vivez depuis 14 mois? D'amour et d'eau fraîche. C'est possible ça? C'est possible. Beaucoup de solidarité aussi, de nos familles. Sincèrement, vous vivez comment? Une survie. C'est difficile. Mais... C'est difficile de demander de l'aide? Oui. Très. Très, très. C'est l'automne. Voilà un mois que la partie est engagée. On est à mi-chemin dans le compte à rebours pour trouver un repreneur. Oui, 80. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, la visite d'un vieil ami va donner un peu de souffle aux Floranges et faire revenir les médias qui avaient un peu déserté. Je suis toujours du côté du peuple, et des gens de la valeur du travail. Donc je ne serai jamais du côté du fric qu'on fait avec de l'argent. Ça va? Ouais, fidèle. Heureux de te revoir une nouvelle fois. Lavilliers, au chevet de la Lorraine, aujourd'hui comme il y a 21 ans. C'est une photo qui a été prise il y a 21 ans en arrière, à Ucange. Au pied du Haut-Fourneau du Gange. Au pied du Haut-Fourneau du Gange. Devant le chargement du Haut-Fourneau. Ucange, c'était déjà la même histoire de fermeture d'un Haut-Fourneau. Cette fois encore, le chanteur s'improvise porte-parole des sidérurgistes. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre? Moi j'y crois, je ne suis pas venu à l'enterrement. Je pense que c'est possible. De toute façon, ils m'ont expliqué que c'était possible. Alors, si ça ne l'est pas, c'est que le gouvernement ne fait pas trop son boulot et que Mittal est encore plus puissant qu'on l'imaginait. Un instant de repos. Oubliez cette longue attente de 60 jours. Là, il y a un petit coup de frotter sur toi. Une princesse. Voilà, donc c'est tiré en 20 exemplaires. Hein. Vous la mettez sous verre. D'accord. C'est pour vous. Ah, super. Lavilliers et la Lorraine, c'est une longue histoire. Le fils de métallo, devenu chanteur, n'est pas venu les mains vides. En plus, c'est très beau. Ces mains d'or, composées il y a 10 ans, ce sont les leurs. Donc, il n'y en a que 20 exemplaires, c'est tout. Allez, Jacques. Ils ont le même âge, ils sont presbytes tous les deux. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, il n'y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi je coûte moins cher. Moi que quand je travaillais, moi d'après les experts, je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, il n'y a plus rien à faire. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Ça, c'est notre histoire. Voilà. C'est votre histoire. Ouais. Et je prends une musique qui fait On dirait la nuit de vieux châteaux forts, où fait par les ronces le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, okay? Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler
travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Il ne reste plus que 8 jours avant la fin de l'ultimatum. Les Floranges vont mettre les bouchées doubles pour sauver leur haut-fourneau. Les députés européens sont appelés en renfort. Édouard Martin veut leur parler de sa botte secrète pour convaincre un repreneur. Un pari technologique. Vous allez bien? Vous êtes bien? Vous avez encore les valises? Oui, moi je suis venu en déplacement. Moi je suis en route. On avait dit qu'on continuait ensemble. Désolé de vous recevoir comme ça, mais on a eu une nuit, une journée très éreintante. Un peu chargée. On était encore sur le piquet de grève. Pour convaincre les députés, Édouard a répété son exposé. Chiffre à l'appui, il va plaider pour Ulcos, un projet technologique révolutionnaire piloté par un groupe d'entreprises européennes. Ulcos, qui pourrait sauver les hauts-fourneaux en les modernisant. C'est que c'est au-delà du fait qu'effectivement c'est une technologie qui va nous permettre de faire de l'acier plus propre, ou en tout cas on serait les premiers au monde à faire un acier aussi propre. Ça revient à dire que l'acier produit en Lorraine grâce à Ulcos sera aussi compétitif, voire plus, que l'acier produit à Dunkerque. Dans la semaine qui vient, la Commission européenne doit annoncer le vainqueur parmi tous les pays de l'Union prétendant à Ulcos. Pour faire cet acier plus propre, Florange est le candidat de la France. À la clé, une aide de 400 millions d'euros qui séduira forcément un repreneur. Dans la Commission européenne, évidemment, ça n'est pas gagné. Et que, y compris les commissaires qui sont en charge du commerce extérieur, par exemple, sont assez frileux sur certains aspects du dossier qu'il faudrait mettre sur la table. Et donc, toute la pression qu'on peut organiser, elle est essentielle. Florange peut être un symbole pour une réindustrialisation de la France, mais également pour une politique industrielle européenne. Un symbole. Reprendre le pouvoir pour le politique sur effectivement les logiques purement financières et boursières, c'est peut-être à partir de Florange que ça peut se faire. Voilà. On a voulu une Europe sans guerre, on l'a eu. Parce qu'il y a eu des femmes et des hommes qui se sont battus politiquement, démocratiquement, pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. On ne comprendrait pas que, en pleine période de guerre économique, on nous réponde, on ne peut rien faire. Il faut laisser faire le marché. Ça n'est plus supportable, ça n'est plus acceptable. Les députés sauront-ils convaincre Bruxelles de parier sur Ulcos à Florange? S'il y a du brouillard, c'est dommage, mais on aurait été là-bas, tu voyais toute la vallée. Les deux hauts-fourneaux là-bas. L'avenir des hauts-fourneaux et de toute une vallée se joue maintenant. C'est l'union sacrée autour du colosse de fer. Il faut qu'ils aient un espoir avec le projet Ulcos qui permet de transformer avec de nouvelles technologies la production d'acier. Ici, on a toujours fourni un acier de très haute qualité et c'est particulièrement injuste que les gens payent parce qu'ils ont la compétence, ils ont servi les profits de leur employeur et Mittal aujourd'hui procède comme s'il ne valait rien. On a 8 jours pour gagner le bras de fer. 8 jours. La chance va peut-être sourire aux Floranges. À Paris, des repreneurs se sont enfin manifestés et le ministre Montebourg se fait un plaisir de l'annoncer à l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Et je vous redemande les uns et les autres, s'il vous plaît, de faire moins de bruit. Je suis en mesure de vous indiquer que le gouvernement a reçu 2 offres et marques d'intérêt sur un périmètre plus large que celui qui a été octroyé par la famille Mittal. 2 repreneurs sérieux, voilà une très bonne nouvelle pour Florange. On parle de 2 poids lourds de la sidérurgie mondiale, l'industriel lorrain Bernard Serin et le russe Alexei Mordachov. Mais il y a un problème de taille. Les repreneurs veulent l'ensemble du site, alors que Mittal n'accepte de vendre que les hauts-fourneaux. Branle-bas de combat à Bercy, c'est l'expert Pascal Faure qui mène des négociations très confidentielles avec les repreneurs. C'est difficile de vendre la partie à chaud de l'usine. C'est difficile parce que ça produit des brames, c'est-à-dire ça produit des produits intermédiaires, des plaques d'acier pour lesquelles le marché est extrêmement réduit. Les hauts fourneaux ne sont pas assez rentables et seule l'usine à froid dégage des bénéfices
En clair, pour les repreneurs, c'est le site complet ou rien. Si on prend tout le site, certains nous ont dit, moi je sais, ça m'intéresse de produire de l'acier et puis de le transformer pour le vendre à des clients finaux. Le HUIC, c'est Lakshmi Mittal qui a bien confirmé qu'il ne souhaitait pas vendre l'ensemble du site. C'est sa position aujourd'hui. Autrement dit, si le gouvernement ne parvient pas à faire plier Mittal, les hauts-fourneaux sont condamnés. À Fleuranges, les salariés viennent d'apprendre la nouvelle. Quoi ? Montebourg à l'Assemblée a été questionné par le Front de gauche. Ouais, et Montebourg dit à l'Assemblée que sur le cas de Fleuranges, ArcelorMittal, l'usine intéresse des industriels, pas un seul, mais des industriels, mais sur un périmètre plus large que la filière liquide. Le site complet. Mais attends, ça a du sens. Oui. Économiquement, industriellement parlant, ça a du sens. Ok, maintenant, c'est nous ce qu'on veut, c'est ok. Puisque Mittal ne veut pas vendre, quels sont vos outils aujourd'hui pour l'obliger à vendre le périmètre total? Tu comprends ce que je veux te dire? C'est aujourd'hui, quels sont les leviers que possède le gouvernement pour obliger Mittal à céder? Nous, on est quelques-uns à dire, il faut qu'on bouge. Ou ça passe ou ça casse. Mais il faut qu'on bouge de manière forte. Là, cette semaine. Et la semaine prochaine, s'il le faut, on monte à Paris. Pour l'instant, rien n'a abouti, on leur fout encore un coup de pression. J-2 avant la fin de l'ultimatum. Les Fleuranges viennent occuper le terrain à Paris. Sous haute surveillance depuis l'entrée de la capitale, ils ont un message à délivrer à Arnaud Montebourg. Et nous, la banderole, on la sort maintenant ou pas? Ah oui, il faut la sortir maintenant. Allez, montrez-la, regardez, là. Le message qu'on veut faire passer, là, c'est ça. C'est face à Mittal, ne lâchez rien, monsieur le ministre. Voilà ce qu'on est venu dire aujourd'hui. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Depuis quelques jours, Arnaud Montebourg a déclaré la guerre à Mittal. Il agite le spectre de la nationalisation du site, soutenu par les salariés. La seule possibilité pour nous sortir des griffes de M. Mittal, c'est effectivement cette nationalisation temporaire, le temps qu'on retrouve un repreneur et qu'il fasse tourner l'ensemble du site. Les Fleuranges ont obtenu des invitations pour entrer dans le sein des saints. Et on est invité là-bas, attendez, vous n'allez pas... On va rien casser. La déclaration du ministre du Redressement productif est très attendue, d'autant que Mittal a été reçu hier à l'Élysée pour la seconde fois. La parole est à Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Le gouvernement dispose aujourd'hui d'un scénario qu'il a rappelé de nationalisation temporaire du site de Fleuranges au cas où une décision serait prise de fermer les hauts-fourneaux, comme l'a annoncé la compagnie ArcelorMittal. La nationalisation, c'est ce qu'attendent les Fleuranges pour que leur patron soit en quelque sorte exproprié. En clair, l'État prendrait le contrôle du site moyennant contrepartie financière à Mittal. Je peux dire ici à la représentation nationale que nous sommes prêts, parce que précisément nous avons un repreneur qui, par ailleurs, est disposé à investir jusqu'à près de 400 millions d'euros dans cette installation pour la rénover. La décision est entre les mains de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre. Je ne doute pas qu'ils prendront les bonnes décisions après les réponses de Mittal. L'avenir de Fleuranges est désormais entre les mains du président Hollande et de son Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui ne s'est jamais exprimé sur le dossier. Les copains, on n'a jamais été aussi près de la victoire. Il faut rien lâcher, il faut tenir jusqu'au bout. Voilà, merci à tous. Pour maintenir la pression sur le gouvernement, ils ont décidé d'aller camper devant Bercy. Les Fleuranges sont toujours très escortés et ils vont maintenant devoir s'organiser. On va déjà y aller. On va aller voir déjà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit le ministre qui nous voit quand il sort. Oui, c'est clair. Oui. Bon, après, il viendra vous voir. Il viendra boire le café avec nous. Franchement, là c'est bien là. Ah, c'est bien là. Et là, on est protégé même, bon, pas protégé de la pluie,
Mais on est un peu à l'abri, tu vois. Juste là. Oui. Tout est en place pour tenir une guerre de tranchées. Les métallos préparent leurs 2 derniers jours et nuits d'attente. On en monte une. Première surprise, le ministre Montebourg veut les voir en tête-à-tête avec les élus de Lorraine. Il va leur dévoiler son plan de sauvetage des Hauts-Fourneaux. Je vous arrête là, messieurs. La soirée va être riche en émotions. Oui, la décision appartient à Hollande Aéro. Le dossier est bouclé. Il est où le nôtre? On n'a pas réussi à trouver. Ça va très bien, ça sent bon. Enfin. Nous, ce qu'on a compris des propos d'Arnaud Montebourg, c'est que tout le dossier industriel et financier est bouclé, sont bouclés. Avec un repreneur. Avec un repreneur. Y compris la chaîne d'approvisionnement matières premières, y compris le budget. L'État, ça ne coûtera rien à l'État puisqu'ils vont payer, ils vont prendre 1% du capital, ce qu'on appelle le capital dormant de GDF Suez, 1%, ça représente 400 millions d'euros. L'investisseur ramène 400 millions d'euros, donc tout est prêt. Maintenant, il ne manque plus que le feu vert de Matignon et de François Hollande. Monsieur Hérault, maintenant, dites-nous quel est votre point de vue sur le dossier de Florange, parce qu'il est resté... Il faut lui rappeler qu'il n'est pas Premier ministre de Nantes, il est Premier ministre de la France. Il vous paraît possible qu'au bout du compte, ça échoue? Impossible. Ça peut pas. Pour moi, c'est impossible. Je vois pas comment. Je vois pas comment. C'est pas... Non, c'est allé trop loin. Ça peut pas. On a été trop loin et il y a eu trop. Le dossier est trop avancé. Je vous dis tout. L'union sacrée. Enfin, c'est voilà. Il y a encore des combats qui valent le coup. Franchement, c'est ça fait plaisir. Les nuits ont été longues depuis 18 mois, mais celle-ci ne ressemblera à aucune autre. C'est que pour lutter contre le froid, vu qu'à mon avis ça va être rude, un bonnet, des gants et des chaussettes de ski. Une nuit glaciale. On va être un peu serré, mais... Vous allez vous tenir chaud? Ouais, contre la chaleur humaine, c'est mieux. Ça va là? Ça va, on a le moral. Oh, on n'est pas fatigué. Ouais, si, je suis fatigué. Une nuit faite de rêves fous et d'une ivresse presque enfantine. Une nuit de copains que l'espoir n'a jamais quitté et qui n'imagine pas qu'après les larmes de joie peut encore surgir le désespoir. Je suis gelé. À 24 heures de la fin de l'ultimatum, les Floranges sont en route pour une émission de télévision. S'il vous plaît, ça vous dérangerait de mettre un peu de chauffage? Parce que nous sommes gelés. Merci, monsieur, c'est gentil. Voilà, on n'est pas dans la merde. Il y a quand même des gens assez fous pour vivre à Paris. Ah, je sais pas comment ils font. Regarde la file d'attente là. Ah, mais c'est Paris. Ça, c'est place Vendôme. À Concorde. Ah, c'est la Concorde. T'as des questions qui ne couchent pas, achète-toi un livre. Coïncidence, l'enregistrement de l'émission a lieu dans les beaux quartiers, juste en face de l'Élysée. Si ça coûte un bras. Bonjour. On a le droit de prendre d'assaut l'Élysée ou pas? Les Floranges sont vite repérés. Tous des civils, là. C'est tous des RG, c'est tous des flics en civil. C'est dingue, ça, c'est la folie. Alors, les terroristes, c'est dingue quand même que 5 copains leur terrorisent la France entière. Enfin, l'Élysée, disons. L'Élysée. Ouais, pas la France entière. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va faire à 5 pelés? Merci. C'est quoi, j'adore ça, je vais m'endormir. Le métallo à l'épreuve de l'arène médiatique. Belle gueule fatiguée,
Édouard Martin chassé par tous les médias qui depuis une semaine goûtent son franc-parler. Voici la phrase qui fâche. Nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu'ils n'ont pas... Et lui a bien compris qu'il tient là une arme de poids pour convaincre et abattre Mittal. Au passage, une poignée de main insistante à Stéphane Le Foll, un proche du président, qui s'arrête à peine. Et puisque l'affaire des Florange fait les choux gras des polémistes de tout poil, Édouard occupe le terrain. Ce qu'on souhaite démontrer, c'est qu'effectivement, à un moment donné, lorsqu'on veut, on peut, le politique peut reprendre la main sur le financier. Et si demain, ça pouvait donner des idées à d'autres, tant mieux. Les heures passent et toujours aucune nouvelle du gouvernement. Édouard a décidé de tenter le tout pour le tout et s'invite à Matignon. Bonjour, monsieur. Je ne peux pas santé pour l'instant, s'il vous plaît. Un petit instant. Ok. Il est là, le Premier ministre? Actuellement, oui, il vient sans arrêt, mais ça va bien se passer. On nous demande simplement d'attendre un petit moment. Ah oui, non, mais c'était juste pour tuer le temps. Il est venu avec une lettre qui va rappeler à Jean-Marc Ayrault ses engagements de campagne électorale en avril dernier à Florange. Une charte pour la sidérurgie, signée de la main du Premier ministre et qui promet de sauver les sites menacés par Mittal. Je vais te fusiller, non? Voilà, donc j'ai été reçu par le directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault, M. Champy. Donc un accueil très courtois, très loyal et très amical. Donc, le message de Matignon est bref, la décision n'est pas encore prise, on ne saura rien avant demain soir. À partir de 15 h, on sera tous à Florange à attendre la réponse du président et en espérant qu'elle soit positive, parce que si elle est positive, on veut être ensemble, on veut se... Voilà, on veut s'encourager, on veut... Voilà, on veut être ensemble. Voilà, merci. Si rien ne filtre, c'est que la tension est extrême dans la négociation au plus haut niveau de l'État. Ce qu'Édouard ne sait pas encore, c'est que face à la menace de nationalisation, Mittal a rappelé au président Hollande les 20 000 emplois qui dépendent de lui un peu partout en France. Menace à peine déguisée, qui va peser lourd. Bon les gars, je vous apporte des croissants, je vous apporte pas la réponse. C'est pas maintenant, mais je vous apporte des croissants. Bonjour. Je vous ai vu, vous, à Florange. Bonjour. Oui, hein. Je me souviens, bonjour. C'est le style Montebourg, mais c'est aussi un message directement adressé au président et au Premier ministre. Lui ne lâchera rien. C'est pas du chaud, mais c'est ça fait toujours plaisir. Parce que vous ne devez pas avoir chaud quand même. Non, du tout. C'est là votre tente? Ouais, elle est là. Vous voulez la visiter? Ah oui, faites-moi visiter, vous avez visité le ministère. Les Florange viennent de passer une deuxième nuit froide devant Bercy et leur morale est en berne. Bon, bah, bravo. Vous avez de la force, hein? On n'est même pas fiers de faire ça. J'ai presque envie de dire... Vous êtes combien là? 10? Ouais, je viens d'apprendre une nouvelle que si elle était avérée, elle sent le début de la trahison. Je vous parle comme je le pense. Hein. C'est le président qui décide. Et seul, voilà. Ah mais attendez, monsieur Montebourg. Le président, il a mangé une merguez avec nous à Florange. Hein. Je le sais. Ben, je t'en souviens. J'espère qu'elle va pas être amère, la merguez. Hein. Venez. Visiblement, le ministre ne sait rien de la décision finale attendue pour ce soir. Au jeu du chat et de la souris, on ne sait plus qui mène la danse au gouvernement, mais Édouard va revenir à la charge. Je ne veux pas parler avec la presse. On a marqué. Il nous laisse. C'est tranché ou pas? Je vous l'ai dit quand je suis venu à Florange, c'est un bras de fer. Hein. Un bras de fer qui continue. Pas terminé. Non, parce que là, franchement, s'il gagne, ça veut dire que... J'ai compris, je sais. Je crois qu'on s'est tout dit, monsieur Martin, l'autre soir. Je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire qu'il faudra dire à vos collègues élus que la prochaine fois, ils iront chercher les voix au MEDEF. Hein.
Mais là, on est entre nous, là. Monsieur Montebourg. Je sais pas, je veux voir M. Martin, s'il vous permet. On va se mettre dans un coin, là. Petit bouffon, là-bas. Mais là-bas? Petit bouffon, là-bas. Tous deux savent maintenant que Mittal ne capitulera pas. Le ministre va révéler à Édouard Martin que le bras de fer se joue désormais entre l'Élysée et Matignon. Le président Hollande serait prêt à nationaliser, mais son Premier ministre s'y opposerait. À quelques heures du dénouement, les deux hommes peuvent-ils échafauder un dernier plan? À cet instant, ont-ils compris tous deux qu'ils avaient peut-être perdu? Quelques heures plus tard, les Florange sont de retour près de leur haut fourneau. Ils s'étaient promis d'attendre ensemble la décision du gouvernement. Autre grand titre ce soir avec d'autres négociations. Elles concernent l'avenir des 2500 salariés des sites de Florange. C'est maintenant une vallée tout entière qui retient son souffle. Ce soir, minuit. Ces métallos de Florange qui campaient encore ce matin au pied de Bercy. Au local syndical, ils sont tous là, suspendus au journal télévisé. Jérôme, Greg, Édouard, Ali, Antoine, Marc, Louis, Jacques. Le dernier carré, dont les visages marqués par l'émotion disent déjà la mauvaise nouvelle qui s'annonce. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on vient d'apprendre que l'annonce d'un accord avec Lakshmi Mittal est imminente. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, devrait prendre la parole d'ici quelques minutes à Matignon, et non pas François Hollande. Le signe qu'on s'oriente plutôt vers un compromis. Un négociateur de l'Élysée que je viens d'avoir au L'attente est interminable. Lakshmi Mittal s'engagerait à investir... Attends, je vais sortir, attends. On apprendra plus tard que jusqu'au bout, les débats ont été très vifs au sein du gouvernement. À 21h, le Premier ministre prend enfin la parole. Le groupe ArcelorMittal a accepté les conditions que j'ai formulées. Le groupe Mittal s'est engagé à investir au moins 180 millions d'euros sur les 5 prochaines années à Florange. La faible activité actuelle en Europe ne me permet pas d'envisager un redémarrage des hauts fourneaux à court terme. Mais le gouvernement a obtenu l'engagement du groupe Mittal de les maintenir dans un état qui permette, le moment venu, la réalisation d'un projet industriel d'avenir. C'est le projet Ulcos. Le projet Ulcos est un projet d'excellence. Ulcos devient une priorité pour le gouvernement. Voilà qui devrait aider les Florange à digérer le camouflet de ce soir. C'est le seul espoir d'un avenir pour les hauts fourneaux. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire. Pas de nationalisation, exit les repreneurs. Un plan social doit permettre de reclasser les 629 salariés de la filière chaude, mais rien pour les sous-traitants et les intérimaires. Le gouvernement est aux côtés des salariés qui se battent pour l'emploi. Putain, le gouvernement est aux côtés des élus et des populations qui se battent pour le développement et l'avenir de leur territoire. Brève intervention du Premier ministre Jean-Marc Ayrault depuis Matignon qui clôt Coup de grisou sur Florange. Débrancher ça, s'il te plaît. des négociations entre l'État et ArcelorMittal. Édouard Martin passera une partie de sa nuit au téléphone, mais il n'aura pas Arnaud Montebourg. La colère des métallos ne faiblit pas, au point que Matignon prend l'initiative de les recevoir 5 jours plus tard. Aux côtés du Premier ministre, Arnaud Montebourg est livide. Il a voulu démissionner, mais le président de la République l'a retenu, Édouard Martin aussi, qui lui a demandé de continuer de se battre. Laminés les Florange, mais encore prêts à y croire un peu. Ils vont vite déchanter.
Au lendemain de cette réunion qui scelle l'engagement du gouvernement à faire respecter à Mittal l'accord qu'il a signé, celui-ci fait volte-face. Dans un courrier à la Commission européenne, Mittal retire sa candidature au projet Ulcos. C'est le coup fatal. Moi, je peux vous dire que lorsque François Hollande est venu nous voir ici, on pensait que c'était une main tendue. On avait l'os jusqu'au cou. Et on a cru comprendre dans son message « Je vais vous sauver ». Ce qui a été fait depuis hier soir et aujourd'hui, on nous a enfoncé la tête dans l'eau. Ceux qui étaient censés nous aider sont en train de nous assassiner. La trahison continue. L'encre de Matignon n'est pas sèche que le père Mittal vient de nous enfoncer un deuxième coup de poignard. Le premier coup de poignard, c'est Hérault qui nous l'a mis. Allez, oh. On a été trahis. Allez. Allez, allez. C'est pas fini encore. Et on en appelle solennellement au président de la République. Et je veux lui dire dans les yeux, Monsieur le Président, souvenez-vous du 24 février 2012. Souvenez-vous ce que vous êtes venu nous dire là. Est-ce que vous êtes tranquille avec votre conscience? Est-ce que vous savez que vous mettez dans le désarroi, dans la misère sociale, toute une région? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un malheur ici? Eh bien nous allons être votre malheur. Les larmes de désespoir d'Édouard Martin après un dernier coup de théâtre vont marquer cette fin d'année 2012. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Rappeler amèrement une promesse qui résonne encore. La crainte, l'angoisse qui est la vôtre. Je sais ce que vous espérez, c'est-à-dire que les hauts fourneaux puissent rouvrir. Quelques heures à peine après les larmes de Florange, le président Hollande reprend la main. Je sais les inquiétudes, les doutes compte tenu du passé, compte tenu des manquements. J'ai vu la détresse et la colère. J'en mesure aussi les causes. Mais ma responsabilité, c'est de faire qu'il y ait un avenir pour Florange. Et tous les engagements qui ont été pris seront tenus. Et ce qui a été engagé aussi pour faire que ce projet Ulcos voit le jour auprès de l'Europe sera mené à bien. J'en fais ici la promesse. Que pèsera demain la nouvelle promesse du président de la République face à un géant mondial? ArcelorMittal n'a jamais flanché et a fini par gagner. Nous avons souhaité rencontrer son patron Lakshmi Mittal, mais il ne donne pas d'interview. C'est donc l'un de ses représentants en Europe qui est chargé de répondre à nos questions, assumant sans état d'âme la logique financière du groupe et les lois du marché, avec Saint-Éloi, patron des sidérurgistes, pour témoin. Arrêter une installation, c'est toujours difficile et il est évident que l'aspect symbolique des hauts fourneaux est quelque chose de très difficile. Donc je pense qu'on est passé par cette période-là. Maintenant, je pense qu'on est au-delà de cette période. Il faut qu'on mette en place le plan qu'on a proposé et donc l'important, c'est de se tourner vers l'avenir. Dans un contexte où il y a une surcapacité européenne, comment pourrait-on imaginer d'investir 400 ou 450 ou 500 millions d'euros pour construire une capacité dont on n'a pas besoin? Voilà 500 jours que la résistance s'est mise en marche. Deuxième hiver, rude et tourmenté. Le pot de fer a vaincu le pot de terre. En ce dernier matin, au pied du haut fourneau, comment ne pas être saisi par cette alarme qui surgit comme un cri et sonne des heures durant sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter.
Au local syndical, les équipes de journalistes se font plus rares. Mais Édouard Martin est toujours là, qui, après les larmes, veut encore croire que le combat n'est peut-être pas totalement perdu. 26 millions de véhicules à travers le monde. Il y a au moins, dans chaque véhicule, au moins une pièce qui a été produite ici à Florange. 26 millions de véhicules. Et on nous dit qu'il n'y a pas de débouché. Il faut surtout dire qu'il n'y a pas assez de dividendes pour Mittal. Et ça, ceux-là, ils ont peur de dire ça. Parce qu'ils font partie du système. Est-ce que vous avez envie parfois de jeter l'éponge, Édouard? Ouais, franchement, oui. C'est pas évident, hein. Y compris sur le plan personnel, le plan humain. Je vous assure que je déguste. Hein. Mon cerveau s'arrête jamais, quoi. Je dors peu, je dors mal. Y compris mes week-ends, je passe à cogiter. Y compris la vie familiale s'en ressent, quoi. Je veux dire, c'est. J'ai eu parfois envie de tout poser et de dire allez, je veux. Mais c'est pas dans ma nature, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas parce que je trouve que c'est une telle injustice que arrêter, ça serait de trahir. Et ce mot-là, je l'ai banni de mon dictionnaire. Vous irez jusqu'où? Là où mon corps acceptera de m'amener. Ah, pas trop froid? Ça va. Maintenant, il fait bon, le matin, ça calme. Ouais. Au crépuscule de l'histoire, que restera-t-il de l'épopée des Floranges? Le projet Ulcos, peut-être un jour, si Mittal tient ses engagements. Et puis cette loi, enfin annoncée par le président Hollande pour juin 2013. Une loi pour protéger les sites rentables des licenciements abusifs. Une loi venue trop tard pour sauver les derniers hauts fourneaux de Lorraine, mais qui restera la trace indélébile du combat de quelques hommes. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge.